Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du débrief. Après quelques semaines d'interruption, nous nous retrouvons pour une nouvelle saison du débrief et nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances, de bonnes fêtes et que vous vous soyez bien reposés. Une nouvelle saison repart. Avec nos invités aujourd'hui, nous parlerons de la rentrée politique, une rentrée car c'est le terme habituellement en usage pour définir la reprise après la rupture de l'été, si rupture de l'été il y a eu. Toujours est-il qu'à 5 semaines environ de la rentrée parlementaire et du discours attendu du roi à cette occasion, les forces en présence, c'est-à-dire les partis politiques en l'occurrence, se mettent ou se remettent en ordre de marche. Les instances dirigeantes de toutes les formations, ou presque, ont été renouvelées, mais les lignes de faille, voire de rupture, ont changé. Certaines formations sont en difficulté, d'autres arrivent lentement mais avec assurance, et une troisième catégorie fait du surplace. Nous discuterons de ce thème avec nos invités. Abdelhamid Belkhta, vous êtes universitaire et professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Bienvenue et merci d'être là. Bonjour. Hassan Alaoui, vous êtes directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique et du site maroc-diplomatique.com. Bienvenue à vous aussi et merci d'être là. Bonjour. Et Naïm Kamal, que nous retrouvons après de longues semaines d'absence. Vous êtes directeur de Quid.ma, tout le monde le sait. Bienvenue. Mais avant d'entamer notre discussion sur les partis politiques, je voudrais revenir sur un événement assez particulier, limite insolite. Ils sont plusieurs journalistes et patrons de presse marocains à être convoqués et poursuivis par la justice française. Normal, pourrions-nous dire, seulement voilà. Ces 4 journalistes marocains sont poursuivis sur une plainte d'un autre Marocain qui s'en était pris à un troisième Marocain et ils sont convoqués par la justice française pour avoir écrit des articles sur ce Marocain, sur des supports marocains, chercher l'erreur. Alors, ces personnes sont entre autres Adil Hlou, Jamal Barraoui de Challenge, Nargis Rghaï, Naïm Kamal, Habib Malki, entre autres. Alors, nous avons la chance d'avoir Naïm Kamal avec nous. Racontez-nous cette histoire parce qu'il paraît que vous êtes recherché par la justice française. J'en tremble encore. Ah, alors expliquez-nous et faites-nous part de votre désarroi. Écoutez, moi je suis effaré, je suis étonné, surpris. Je ne sais pas quel adjectif je vais utiliser pour décrire cette affaire. En fait, tout est simple. Il y a eu une intrusion à l'hôpital militaire de Paris, Val-de-Grâce, à l'époque encore militaire, d'un ex-capitaine de l'armée marocaine, auto-exilé, qui a eu des démêlés avec la justice marocaine, qui a été happé dans un circuit qu'il a dépassé et qui se trouvait là-bas. Bon, je ne vais pas m'étaler sur cette affaire, qui a agressé un général qui était inspecteur général des forces armées royales dans sa chambre d'agonisant, parce qu'il était mourant. Entre-temps, il a décédé et il y a eu Nargis Rghaï qui a pris sur elle d'écrire un papier qualifiant ce comportement, parce que quand même, nous avons une culture, nous sommes des Marocains, je ne sais pas comment ça se passe en France, peut-être qu'ils n'ont aucun respect, ou au moins la juge qui nous a convoqués n'a aucun respect pour les agonisants et pour les malades, mais dans la culture marocaine, il y a un respect particulier pour les gens qui se préparent au grand voyage, ou qui sont morts. Et donc, il y a quand même un minimum requis. Dans le code militaire, on parle d'un homme à terre, quoi. Non, un homme à terre. Donc, il a été, dans ce sens, agressé. Et Nargis Rghaï a écrit un article dans Quid.ma où il disait que ce comportement tendait à la barbarie. Je ne sais pas comment qualifier ce comportement autrement, sinon plus gravement. Parce que c'est pas tendant à la barbarie, c'est de la barbarie. C'est ça. C'est pour ça que vous êtes recherché. C'est pour ça qu'on est poursuivi pour l'instant. Peut-être qu'on sera recherché plus tard. Donc il y a une année et demie à peu près, nous avions reçu dans un premier temps une convocation par mail. Et moi, j'ai été surpris d'être convoqué chez la police française alors que je suis citoyen marocain, vivant au Maroc, directeur d'un site marocain, de droit marocain. Je ne comprenais pas, je n'étais pas ressortissant français ou apparenté, ni dom-tom, ni autre chose, et que le Maroc est indépendant depuis 1956, qu'il existe des conventions que je connaissais qui font ou qui ont créé des circuits bien définis pour convoquer, quel que soit le motif de la convocation. Là, nous sommes dans ce qu'ils appellent, entre guillemets, un délit de presse. On pourrait être dans une autre affaire, même peut-être criminelle, d'assassinat ou de braquage. Il y a des procédures à respecter. Alors, vous êtes convoqué quand ?
On a été convoqué, ça c'était pour cette fois-ci. On est convoqué pour le 8 octobre prochain. Mais pour la première fois, donc pour résumer, parce que l'affaire est trop longue, on a refusé d'y aller. J'ai été voir le ministre de la Justice à l'époque, Mostafa Hamid. Je lui ai dit, c'est quoi cette histoire? Il m'a dit, il s'est solidarisé avec moi en me disant, ils doivent suivre les voies prévues par la Convention de coopération judiciaire. Sur ce, on a été convoqué sur commission cette fois-ci rogatoire, donc ils sont revenus vers le droit chemin, celui de la Convention, par la Brigade nationale de la police judiciaire. Et vu que la procédure a été respectée, nous avons répondu à la convocation de la BNPJ. Jamal Barraoui, Narges Rai et moi-même, nous avons répondu aux questions. Et pour nous, on attendait la suite. Et voilà et c'est là où nous recevons, une année après, une convocation pour une première comparution devant le tribunal de grande instance de Paris dans ce délit de presse pour diffamation, mépris, je ne sais pas quoi, toute une série de qualifications. Et je me suis posé la question. Je dis, la première fois, on n'a pas voulu faire de bruit. On a suivi des canaux simples, calmes. On a saisi le ministre calmement. J'ai dit, et ils sont revenus vers la voie. Aujourd'hui, ils reviennent pour transgresser encore les accords et la convention de coopération judiciaire. Je dis, je ne vais pas me taire cette fois-ci. Nous n'allons pas nous taire. Vous avez bien fait. Alors, on va essayer de comprendre. Vous avez parlé de la convention judiciaire et vous avez aussi parlé de Mostafa Hamid, qui, lui, a signé, Abdelhamid Belkhatab a signé cette convention en 2015, une réactualisation, un renouvellement de la convention qui existait déjà depuis plusieurs décennies. Mostafa Hamid, qui était à l'époque ministre en 57, ministre de la Justice, donc quand il a signé ça en 2015, avec sa consoeur de l'époque, Christiane Taubira. Et donc, est-ce que cette convention qui a été actualisée, renforcée, est-ce qu'elle permet à un juge, un petit juge, comme les appellent les Français, peut-être que, pour une fois, le qualificatif va avoir du sens. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Comment ça se passe quand de tels événements se produisent? Et comment peut réagir et la justice française, la vraie, la grande, enfin les responsables de la justice française et les Marocains? Généralement, la procédure qui est prévue par la Convention judiciaire entre le Maroc et la France est claire là-dessus dans son article 1er. Donc, il nous parle du fait que les actes judiciaires doivent être acheminés par le juge directement au service diplomatique du pays. Il y a des juges de liaison d'un pays dans un autre. Et c'est au ministère des Affaires étrangères de transmettre cet acte judiciaire aux autorités judiciaires, sinon aux autorités normales de l'État. Là, on voit très bien qu'il y a un vice de forme, que cette procédure n'a pas été suivie dans la mesure où la convocation a été adressée directement par voie postale. Oui, par voie postale, chose qui est totalement inacceptable. Surtout, je crois ici qu'il y a un amalgame dans lequel est tombé le juge français, c'est que l'amalgame entre un citoyen ressortissant marocain et les ressortissants français d'outre-mer, sinon les ressortissants, je dirais, des pays de l'Union européenne, auxquels on peut adresser directement des requêtes judiciaires. Mais là, nous sommes dans un pays en dehors de l'Union européenne, donc on doit obligatoirement respecter la procédure, notamment celle de transmettre l'acte judiciaire, c'est-à-dire la convocation au service diplomatique, et les services diplomatiques vont les transmettre au service, je dirais, aux juridictions nationales, qui vont à leur tour convoquer les journalistes en question. Mais en aucun cas, la police. Oui, voilà, en aucun cas on peut leur adresser directement une convocation comme si ils étaient des ressortissants du pays en question, c'est-à-dire de la France ou de l'Union européenne. On va partir sur un autre événement gouvernemental quand même qui s'est passé, qui est le départ, le limogeage de la révocation de Mohamed Boussaïd au ministère des Finances, de l'économie et des Finances, et son remplacement par Mohamed Ben Chaboun, ancien président directeur général de la Banque Populaire. Votre lecture de ça? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Ma lecture personnelle, c'est que c'est un événement qui a surpris tout le monde. Et donc personne ne pourra vraiment dire un petit peu ni les causes, ni les modalités, ni sincèrement,
Tout simplement parce qu'il y a eu... Nous, journalistes, on se contente de cet enchaînement, si vous voulez, de l'information. Des comptes. Exactement. C'est la Cour des comptes, Al-Husseima. Déjà, l'événement lui-même, parce que Sa Majesté était donc Al-Husseima, qui préside un conseil de ministres, qui fait un grand discours, n'est-ce pas? Finalement, c'est Al-Husseima qui le rattrape, parce qu'il avait échappé à la révocation, la première vague. Tout est en symbole dans cet instant, si vous voulez, qui a été immortalisé. C'est effectivement... D'abord, Bank el-Mghreb, le wali qui a été reçu, qui fait lecture de son rapport devant le roi. Ensuite, M. Drijto, qu'on attendait donc, et qui a fait le sien aussi. Et voilà, tout de suite après, comme un coup pris, une décision tombe, donc, n'est-ce pas? Alors, décision tombe, bien sûr, de limoger le ministre des Finances. Et ensuite, spéculation suggestive, malicieuse, un peu même des fois malhonnête, Hagga, il est parti parce qu'il a traité les Marocains de Mdawir. En fait, personne ne pourra... On reste dans la supputation, finalement. Supputation, donc, et c'est dangereux. C'est le jeu criminel de la petite phrase. Les siens de Mdawir. Il faudrait historiquement peut-être reconstituer. Le Mdawir, c'est un terme qui a été emprunté par Boussaïd Ibn Kiran, qui, une fois que sa jeunesse lui avait créé des problèmes politiques sur les réseaux sociaux, il avait qualifié les siens de Mdawir. Et quand Boussaïd a utilisé ce terme, c'était plutôt en référence pour signifier que c'était les islamistes qui étaient derrière la campagne de boycott et qu'on l'a collé à Boussaïd. Je voudrais vous poser une question à vous qui êtes journaliste, pas à eux qui sont doyens. Est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, les politiques ne les aident pas? Il y a eu, alors, pour les Gomènes, il y a eu une vive polémique entre Ben Kiran et Ben Mokhtar, l'ancien chef du gouvernement, l'ancien ministre de l'Éducation, sur le baccalauréat international, sur l'introduction de langue au niveau des 2 dernières années du secondaire. Et il y a eu toute la polémique. Est-ce que les politiques ne jouent pas un rôle négatif quelque part? On voit les doyens ici présents qui ont énormément de volonté et de désir de bien faire. Et quelque part, est-ce qu'ils ne sont pas freinés par les politiques? Est-ce que par les politiques... Réponse de journaliste. Non, c'est pas. On est freinés, ils ne sont pas. Il faut arrêter d'abord de dire ils et nous. Nous sommes une entité entière. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui concerne chaque Marocain, c'est bien l'enseignement. Que ce soit au niveau de la maternelle, de la crèche, au niveau du primaire, du secondaire, du collège ou de l'université, ou du supérieur pour être plus général, ça concerne tous les Marocains. Donc s'il y a un frein, il concerne tout le monde. S'il y a du freinage, il concerne tout le monde. Le problème de la langue, pour y revenir, on le voit maintenant, on est en train de discuter s'il faut brir ou pas. Moi, quelqu'un m'avait posé la question, il m'a dit, est-ce qu'on va enseigner brir à nos enfants? Je lui ai dit, est-ce qu'on leur fait manger brir? Si on leur fait manger brir, pourquoi ne pas leur enseigner brir? C'était juste le côté anecdotique, la futilité de ce débat. Aujourd'hui encore, le problème, c'est que nous n'avons pas encore, et ça date, ça aussi, comme disait Moulay Hafed, je parle de Moulay Hafed, le roi, quand il est monté sur le trône et qu'il s'est rendu compte de son impuissance, le sultan, 1906. Il s'est rendu compte de son impuissance, il avait dit « Da'ul udali qadim ». Ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça vient d'il y a longtemps. On n'a pas réglé le problème linguistique au Maroc. On n'a pas tranché par quelle langue, par quelle langue, depuis le Marmora, depuis la conférence de Marmora, je crois que c'était en 56 ou en 58, je ne me rappelle plus de la date. Une soixantaine d'années, voilà. Le problème n'a pas été tranché. Et ce conseil présidé par Omar Aziman, c'est casser les dents sur cette question et ils ont eu un débat fou à l'intérieur du Conseil pour dire quelle est la langue de l'enseignement. La polémique. C'est la politique. Ce sont deux partis emblématiques dans ce pays qui sont le PJD l'Istiqlal qui ont toujours défendu cette politique d'arabe. On est arabe, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas, prendre une décision et mettre l'arabe aussi. Qui va prendre cette décision? C'est une confusion entre la langue et l'identité. C'est là où c'est dangereux. Voilà. La langue comme identité, comme élément. Non, il faut faire une distinction claire. 2 secondes. Je reviens à vous. On peut aller jusqu'à la sacralité. Je reviens à vous. Mais laissez-le terminer son idée, s'il vous plaît, Naïm. Donc, en fait, le problème vient de là, c'est qu'il y a une confusion entre notre identité marocaine, etc., arabophone, amazigh, et la langue de l'enseignement. Donc il faut qu'on sépare entre les deux. Il faut qu'il y ait une langue
pour l'enseignement et la langue, qui est liée à notre identité arabo-musulmane, amazighe, etc., est une autre histoire. Donc, d'où l'utilité, comme l'a dit Sinaïm tout à l'heure, c'est que peut-être on est tous concernés. Si on est tous concernés, il faut un débat national sur la langue. Et sur la langue d'enseignement. Quelle langue d'enseignement voulons-nous? Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, jusqu'à maintenant, nous avons réformé, mais nous avons réformé tout le temps dans l'urgence. Et pour un secteur aussi important que l'enseignement, on ne réforme pas dans l'urgence. Alors, une réaction rapide, parce que je voudrais poser une question rapide. On a passé notre temps à réformer l'enseignement, et je vais dire qu'on est en train de le réformer au sens militaire du terme. On est en train de l'envoyer à la retraite. Il faut croire qu'aujourd'hui, il y a des options. On a tellement tergiversé, on a tellement hésité, on a tellement dit qu'il ne faut pas toucher à ça, que la société risque d'exploser, que socialement, on va avoir des problèmes qu'on n'a pas bougé. Et chaque fois, on a cumulé les réformes, les plans d'urgence, sans arriver à quoi que ce soit. Le problème est là. On ne va pas réformer si on ne résout pas le problème de la volonté politique. Très bien, donc on en restera là pour la langue. Je termine parce que ce que je vais dire est important. Ce que je veux dire, c'est pas très important. Non, ça c'est très important. Ça c'est très important. On arrive aujourd'hui avec un enseignement où un étudiant arrive à l'université, soit analphabète bilingue ou bilingue analphabète. Il ne maîtrise ni l'arabe ni le français, alors que la langue de l'enseignement, c'est l'anglais. Si on veut parler dans l'absolu. Donc, si on veut faire des choix, il faut dépasser le français. Le français lui-même n'arrive pas à s'en sortir. Or, aujourd'hui, ce qui me semble encore plus grave, c'est peut-être la seule solution, c'est qu'à côté de l'enseignement public, on est en train de créer un enseignement supérieur privé, avec des partenariats avec des États et des universités étrangères. Naïm a évoqué la question des écoles privées, mais il faut relativiser. Alors, sur les universités et écoles privées. Je précise qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit sur le privé, aujourd'hui, le privé, c'est 35 000 étudiants sur 900 000 étudiants. Il ne représente pas plus de 4 à 5 Donc, et je suis sûr que quel que soit l'effort qu'on va faire pour booster ce privé, il ne prendra jamais la place de l'université publique. Il ne pourra pas. C'est-à-dire, je reviens, vous n'avez. Rapidement, c'est pas une question de prendre la place du public. C'est de venir en appui. Mais la pointe d'avant-garde, c'est-à-dire à l'enseignement privé de former la vraie élite, c'est celle qui va être fonctionnelle et opérationnelle, qui va être insérée et intégrée dans le fonctionnement, et laisser au public la formation généraliste, c'est-à-dire celle qui va former les cadres de seconde zone, qui va former peut-être des chômeurs, des diplômés. C'est un raccourci que vous faites. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Je ne peux pas personnellement vous laisser dire des choses comme ça qui sont graves. Les universités privées vont former l'élite, les universités publiques vont former le reste. Je n'invente rien. Je crois qu'on n'en est pas là. Je n'invente rien. Je constate. Vous avez ce que vous avez fait sur ça, parce que les universités privées viennent de commencer. Mais justement, est-ce que ce n'est pas une option ? Alors, vous avez dit... Je crois qu'avec l'enseignement privé, nous sommes des partenaires. Donc, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence. Il y a une compétition, il y a une émulation. Il doit faire mieux que nous et on doit faire mieux qu'eux. Mais ce que nous demandons, c'est qu'il ne faut pas qu'ils utilisent nos outils. Vous voulez être mieux que nous, allez chercher les compétences ailleurs. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Le problème des facultés de médecine, par exemple, ce n'est pas uniquement un problème de locaux, c'est un problème aussi de ressources humaines. On a du mal, dans les facultés de médecine, à recruter. Il y a un départ massif aujourd'hui à la retraite et on a du mal à recruter de nouveaux professeurs parce qu'il y en a pas. Maître Fatem Zanachaou, vous êtes président de l'association marocaine pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Vous avez donc été à la manœuvre, vous êtes monté au créneau, vous connaissez très bien ce sujet, vous connaissez ses lacunes, ses avancées. Est-ce qu'on peut parler de lacunes de cette loi ou de véritables avancées? Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, comme a dit M. Naïm ici présent, la loi, elle est là. On ne peut que s'en réjouir. D'abord, est-ce que c'est une loi? Moi, je ne l'ai jamais qualifiée de loi. Quand je dis loi, je dis toujours loi entre parenthèses, parce que pour moi, c'est des amendements
au code pénal. Si vous reprenez les articles, ils font toujours référence au code pénal, donc c'est-à-dire le mutammim, le mukammil, le code pénal. Donc c'est que des amendements au code pénal. De toute façon, les associations féministes qui sont en connaissance de cause, parce qu'on a plaidé pendant plus d'une décennie pour avoir cette loi, donc c'était une revendication très des associations de femmes. De toute façon, l'association marocaine de lutte contre la violence à l'égard des femmes, qui est une association spécialisée, qui est la seule association au Maroc spécialisée dans les violences à l'égard des femmes, parce que les autres associations, c'est généralement les droits de femmes, entre autres les violences à l'égard des femmes. Donc on était parmi les associations pionnières qui ont plaidé pour avoir cette loi. Donc ça fait plus, c'est-à-dire officiellement depuis 2004, on plaide avec les associations pour avoir cette loi. Depuis plus de décennies, une vingtaine d'années, que nous revendiquons une loi contre les violences à l'égard des femmes. Aujourd'hui, nous avons, après 5 ans de blocage, après des résistances, après des années de bras de fer entre le mouvement féministe... Excusez-moi, je vous interromps, vous avez parlé de résistance. Ce serait intéressant de savoir qui résiste à ce genre de loi. Il y a eu des résistances pendant une vingtaine d'années. C'est des résistances politiques, sociales? Toutes partis politiques qui sont passés par le gouvernement confondu. On a eu un projet quand nous était ministre de tous les partis confondus qui sont passés au gouvernement, vous incluez les partis de gauche? Oui, oui. Ils n'ont rien fait. J'inclus les partis de gauche. Donc la résistance, c'est pour dire que les résistances sont là. Quel que soit le parti, je le dis. Pour que ça soit clair, parce que généralement, on a tendance plutôt à mettre ça sur le dos des islamistes et des conservateurs. J'en viens. Et là, vous mettez dans le paquet des partis comme le SFP, le PP, j'imagine. C'est les deux seuls partis de gauche entre guillemets, dans ce cas-là. Qualifiés comme tels, on va dire. Je ne nommerai pas des partis. Oui, mais moi je les nomme. Non, mais il faut y aller, il faut dire les choses. C'est une position politique, finalement. Il faut le dire franchement. La cause des femmes n'est pas une priorité chez les politiques. Que ce soit dans les partis politiques, que ce soit dans le gouvernement, ce n'est pas une priorité. Qu'ils soient hommes ou femmes. Ouais, c'est le dernier des soucis des politiques. Je tombe amoureux d'une femme. Et j'ai envie de la courtiser, pour ne pas dire la draguer. J'y vais. Je n'ai aucune intention, ni de la forcer, ni de la violer. Mais je me fais insistant, parce que je suis amoureux. Très bien, on a compris. Alors maintenant, on va voir la réponse de deux dames, juristes, avocates, et en plus dames. Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Vous êtes en train de dire... Mélange. Non, mais je veux vous répondre. C'est les faits. Je veux vous répondre. Vous mélangez. Laissez la réponse. Parce que vous confondez... Madame Chabot, c'est bien sûr. deux choses. Vous confondez deux choses. Vous confondez quelque chose qui relève du degré, de l'intensité, et quelque chose qui relève de la nature. Un dragueur un peu lourd, insistant, ça relève du degré. Mais à un moment, il y a un changement et on se trouve dans un rapport qui est d'une toute autre nature à partir du moment où ce rapport est violent, où ce rapport est disrespectueux, à partir du moment où on ne se pose pas la question du consentement. En fait, c'est une question de perception de la part de la femme. Il y a la question du consentement. Non, c'est très simple, je vous assure, c'est très simple. Oui. Voilà, c'est très simple. Vous voulez draguer une dame... Tant mieux, enfin, c'est très bien, allez-y, on n'est pas là pour vous empêcher de le faire, mais je pense que vous avez... Sinon, femme ne va pas se marier pour faire le réactionnaire total. Exactement. Ah ouais, non, ça c'est complètement réactionnaire, ça c'est complètement déplacé, oui, effectivement. Nous sommes d'accord, mais vous savez, je pense que vous avez en vous cette capacité de discerner à partir de quelle manière le faire. Je suis désolée, quand je marche dans la rue, je n'ai pas le sentiment que tous ces messieurs ont envie de faire ma connaissance et d'aller prendre un café puis de discuter. Donc c'est bien ce que je disais, c'est une affaire de perception aussi, voilà. Et donc ça reste subjectif. Ça n'est pas de la perception, excusez-moi. Non, là c'est absolument pas subjectif. Là c'est dans la nature même du comportement qu'il y a un problème. Ce monsieur qui va m'interpeller dans la rue ne se pose pas une seconde la question de mon consentement, ne se pose pas absolument pas une seconde la question de ma perception. Et il y va de manière agressive. Et il y a un autre problème. Si nous sommes aussi énervés aujourd'hui, excusez-nous, on n'aime pas être énervé, c'est pas agréable comme attitude. Si nous sommes aussi énervés aujourd'hui, c'est parce qu'il y a c'est un quotidien, c'est un cumul. C'est que l'espace public ne nous appartient plus. Donc à un moment, moi je me souviens très bien, la première fois quand je suis partie en France et que j'ai démarré mes études,
Je marchais dans la rue et je trouvais ça très bizarre. Je me disais, mais il y a quelque chose de bizarre ici dans la rue. Au-delà de... Eh bien, ce qui est bizarre, c'est que personne ne vous embête, c'est que personne ne vous parle. Et que si un monsieur a envie de s'adresser à vous, il va trouver un moyen élégant de le faire. Et je vous assure, c'est absolument bizarre. Extrêmement agréable, au demeurant. Extrêmement agréable de pouvoir marcher librement. Hassan Saoud, je vous posais une question sur la loi contre les fake news. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité ou alors est-ce qu'elle a vécu? Tout d'abord, une mise au point concernant les fake news. Pourquoi il y a des fake news? Parce qu'on ne communique pas avant. Je vais vous donner l'exemple concret. L'affaire du choléra. Si on avait anticipé, si le ministère concerné avait dit, compte tenu de ce qui se passait dans un pays voisin, que notre pays n'était pas touché, je pense qu'il n'y aurait pas de fake news. Et donc, il y a de l'anticipation. Et pour faire de l'anticipation, il faut faire de la veille. Chaque département, dans ses attributions, doit veiller, doit faire ce qu'on appelle la veille médiatique. Et sentir les tendances, et une fois que la rumeur apparaît, anticiper. Pour répondre à votre question... Sur la loi sur les fake news, le projet de loi sur les fake news. Le projet de loi. Le Maroc, à mon humble avis, n'échappera pas à ces tendances lourdes pour légiférer sur les fake news, parce que tout le monde le fait, sauf que les modalités sont différentes. C'est une loi nécessaire. Nous avons un arsenal, déjà, ce que j'appellerais l'arsenal physique. La diffamation, les dénonciations calomnieuses. Mais là, c'est la dimension numérique qu'il faut traiter. Et là, je reviens, cette loi doit faire l'objet de délibérations préalables, de concertation d'experts, en dehors évidemment de tout le débat parlementaire qui est nécessaire, mais il y a de la concertation. Mais quels sont les acteurs associés? Eh bien, d'abord, ces géants du net, leurs représentants. Parce qu'il faut légiférer aussi. Comment voulez-vous poursuivre quelqu'un qui vous envoie une fake news de Suède? C'est un sujet global qui nécessite une réponse globale. Primo. Deuxièmement, quelle est la responsabilité des uns et des autres? Est-ce que le support d'une fake news est responsable? Est-ce que sa reproduction ou son transfert est responsable? Et donc et ça a été fait en Europe, et particulièrement en France. On a décortiqué tout le problème, on a associé des experts de la société civile. Le débat, c'est quoi le débat? Le débat, c'est d'abord une affaire d'éducation, comme disait ici Hassan. Il faut ouvrir un débat, en dehors évidemment de tout ce qui se fait au Parlement, mais un débat public, en associant tous les acteurs qui sont impliqués dans toutes ces gestions numériques de l'information. Parce qu'on parle aussi de presse écrite. Il n'y a plus de presse écrite. Il est prescrite. Il n'y a plus de presse écrite. Et la presse écrite, un article de journal, un article de journal que vous photographiez et que vous lancez dans le Facebook n'est plus de l'écrit. Il devient numérique. Et donc, c'est cette dimension-là qui est importante. Et je pense que le Maroc doit légiférer. Mais avant tout, un débat et des avis des experts pour essayer de faire le contour de la question, parce que c'est important et c'est un enjeu de demain. Alors, l'Union européenne avait essayé de faire ça justement il y a quelques mois, ils y sont toujours, et ça passait, cet arsenal juridique qu'ils devaient mettre au point pour combattre les fake news passait par un certain nombre de phases qui d'abord définir ce que c'est une fake news, deuxièmement, en définir l'origine, troisièmement, établir et mettre en place un arsenal juridique qui soit adapté à tous les pays de l'Union européenne, et quatrièmement, impliquer la population, c'est ce qu'on appelait éducation. Alors Hassan Alaoui, est-ce qu'il serait possible, est-ce que c'est pensable de limiter la liberté d'expression par une loi? Pour prolonger ce que disait Hassan Saoud. Ce que vous venez de dire là, à mon avis, c'est complètement dépassé, parce que c'est un flot gigantesque aujourd'hui. C'est la globalisation prise à l'envers qui est en train comme une vague de submerger le monde entier. Il n'y a plus de loi particulière à un pays, parce que le problème il est général. Et donc les lois qui peuvent évidemment naître, ce sont des petites lois concernant des petites contrées dans un point sur la carte mondiale, ce n'est pas possible. Moi je n'y crois pas personnellement. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est évidemment revoir la chose à la base, c'est-à-dire que des enfants de 15 ou même avant
de 5 à 20 ans, aujourd'hui, ils ont leur petit appareil, ils n'arrêtent pas. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut donc partir à la base, c'est, je dirais toujours, l'éducation. L'éducation, c'est la concertation. C'est un petit peu faire un travail collectif à l'échelle internationale. Et vous avez déjà vu des enfants de 5 ans à 15 ans écouter ce qu'on leur dit quand ils sont devant leur ordinateur? Mais ils rentrent, c'est ça le problème. Quand on s'engage dans une vision qu'il ne faut pas confier à des enfants, je veux dire n'importe quel appareil, c'est-à-dire ou contrôler à tout le moins, on peut y arriver, évidemment, pour les générations prochaines. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est fichu. Pour nous, c'est fini, hein, sincèrement. L'ancien président allemand et actuel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler, a donc adressé des invitations aux 4 parties prenantes dans l'affaire du Sahara. Une réponse doit être donnée par chacun d'eux avant le 20 octobre, c'est-à-dire une semaine à 10 jours avant la discussion du rapport de Köhler devant le Conseil de sécurité. Denis Saïssa, on commence par vous. En quoi ces invitations apportent-elles du nouveau dans ce conflit vieux d'un demi-siècle, près d'un demi-siècle, dans la forme et dans le fond? En fait, c'est une invitation qui vient mettre en place une nouvelle dynamique. C'est un dossier, vous l'avez souligné, depuis 2012, il n'y a pas eu... On est resté sur des positions de principe de toutes les parties, particulièrement du côté du Polisario et du côté de l'Algérie, se refusant à toute ouverture de dialogue par rapport à cela. Le Maroc a toujours appelé à ce qu'il y ait justement un dialogue politique. Et le règlement devrait se faire. Et d'ailleurs, il y a eu de grosses difficultés pour pouvoir maintenir le cap. À savoir qu'il y a eu des manipulations au niveau de l'Union africaine pour essayer de l'intégrer sur ce dossier. La question des droits de l'homme qui a été évoquée pour justement demander à l'ONU d'étendre ce dossier à cet aspect-là. Tout cela, le Maroc a bien manœuvré. Il a été très ferme sur ses positions. Je pense que la position de fermeté a payé parce que la nouvelle dynamique avec le nouveau secrétaire général des Nations Unies était attendue. Et effectivement, depuis ce moment, il y a eu un nouveau envoyé spécial qui a eu des rounds de discussion en aparté avec chaque partie. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses ont mûri et que les parties devraient, en principe, partir sur un bon pied pour pouvoir au moins, vous avez parlé d'une table ronde, c'est-à-dire que c'est une discussion sur les principes qui permettra à ce moment-là de dire est-ce que les parties prenantes vont aller vers des négociations politiques ou non. Et donc ça, on ne sait pas jusqu'à maintenant de quoi les choses seront faites. Une première prise de contact devant le nouvel envoyé spécial Naïm. Un mandat MINURSO renouvelé donc pour 6 mois seulement, au terme de la résolution 2414 du 28 avril 2018. Des promesses d'avancée, une région sahélienne bousculée par l'immigration, par le terrorisme, par une aridité de plus en plus marquée des terres. Est-ce que ces facteurs ne devraient pas pousser l'ONU à regarder ce conflit, à appréhender ce conflit pour ce qu'il est, c'est-à-dire un conflit, un antagonisme entre le Maroc et l'Algérie? Un foyer d'infection. On peut dire ça comme ça. C'est certain qu'avec tout ce qui se passe, d'abord il y a la tension bilatérale, il faut appeler les choses par leur nom, qui est une tension algéro-marocaine, toujours nourrie par Alger. Et on voit toutes les attitudes ou toutes les postures de belligérance pratiquement qu'adopte parfois Alger pour essayer de dire qu'on est là, tout en disant qu'elle n'a rien à voir avec ce dossier. Ensuite, il y a un problème fondamental qui au fil des années, on n'arrive pas à résoudre, c'est la région sahélienne qui est devenue, et qui va certainement s'amplifier. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU lui-même l'assure, de plus en plus comme une zone à haut risque. Et donc, si on veut, disons, circonscrire ce foyer d'infection, il faut au moins essayer de l'amputer. J'utilise le terme amputer parce qu'il faudra peut-être passer par une scie de ce qui peut le surinfecter. Et ce qui peut le surinfecter, c'est une remontée de la tension dans la région, notamment entre le Maroc et l'Algérie, parce que, encore une fois, c'est entre le Maroc et l'Algérie, le Polisario n'étant qu'un proxy dans cette histoire. C'est une position que le Maroc a développée, que les puissances savent. Tout le monde sait. Mais bon, la diplomatie a ses raisons que la raison
ignorent. Et d'ailleurs, cette manière de vouloir créer beaucoup de pression en donnant à la MINURSO, qui est malgré ses faiblesses, malgré ses défaillances, malgré les erreurs et ses errements par le passé, constitue un élément de baisse de tension dans la région, de réduire son mandat à 6 mois, puis de le reconduire tous les 6 mois, n'est pas une véritable solution. Et c'est pour cela que le secrétaire général, je crois, dans la perspective de la résolution prévue pour le 29 octobre, va aller pour demander une prorogation d'une année pour donner le temps, parce que j'ai l'impression que ni lui-même ainsi que son envoyé personnel Horst Kohler sont en train de se rendre compte que le problème est beaucoup plus compliqué à résoudre, notamment Kohler, et que ça ne peut pas se résoudre par beaucoup de volontarisme, dans essayer de faire preuve Horst Kohler, et qu'il va falloir tenir compte des uns et des autres et essayer de les amener à discuter, pour ne pas dire négocier sérieusement, mais négocier avec et entre les véritables protagonistes. Et c'est pour cela d'ailleurs que Guterres est en train de dire qu'il faut donner au processus un peu plus de temps que 6 mois pour permettre à lui-même et à son envoyé personnel d'enclencher une véritable dynamique qui pourrait aboutir à une solution, quoique on pourrait d'ores et déjà parier que ce n'est pas pour demain. Hassan Alaoui, politiquement, globalement, je peux vous demander quel est l'état de la majorité et de l'opposition aujourd'hui, mais je précise cette question par le fait que nous avons, la semaine prochaine, l'élection du président de la Chambre des conseillers. Hakim Ben Choumassela, je le disais en introduction, il y aura en face de lui Abdessamad Rioux de l'Istiqlal, mais l'un et l'autre ne pourront passer qu'avec des voix de la majorité. Comment vous expliquez ça? Le paradoxe marocain. Voilà. On arrive à vous. Je sais que vous avez des choses à dire là-dessus. On va y arriver. Je lui souffle le mot. Laissez-le déjà terminer. Terminer sa réponse. J'allais dire plus que le paradoxe, effectivement, c'est la qualité du Maroc d'avoir des assemblages un peu, comment dirais-je, atypiques. Et pardonne-moi, c'est encore toi qui souffles, et qui fait que même au niveau, j'allais dire, des formations du gouvernement, c'est caractéristique d'un manque de cohérence, n'est-ce pas? Et la cohérence, elle va avec la cohésion. Et on ne peut pas avoir la cohésion si on n'a pas la cohérence. Donc déjà, le fait qu'il y ait 6 partis d'horizons opposés et contradictoires, ça complique, je veux dire, les choses, et ça nous dit un peu comment fonctionne la politique. Donc si Ben Chemmas, lui, il est issu d'un parti politique, je veux dire, qui n'est pas dans le gouvernement, qui n'est pas dans la majorité. Rioux aussi, c'est le parti de l'Istiqlal qui sont dans l'opposition. Donc, je ne sais pas comment deux personnalités vont émerger de l'extérieur pour venir un petit peu, évidemment, vous me direz que c'est de la démocratie. Ça complète ce que je vous disais tout à l'heure sur les discussions entre Istiqlal et PAM, apparemment. Pourquoi le gouvernement, pourquoi la majorité n'a pas de... Justement, c'est la question que je voulais poser. Voilà. La question a été posée par le professeur Khtabi, vous y répondez aussi. C'est ce qu'on appelle l'accord tacite. Voilà, donc il y a ce jeu d'alliance. Mais moi, je dirais, puisque la question vous a posé l'état des uns et des autres, c'est que il y a une analyse à faire au niveau, si vous voulez, de l'ensemble des partis, si vous voulez, de l'édifice, n'est-ce pas, gouvernemental et tout ça, composé de 6 formations qui sont opposées pratiquement. Hein. Et ensuite, il y a l'analyse à faire au niveau de chaque parti lui-même. On sait que le PJD aujourd'hui, il traverse une crise intérieure très très grave, parce qu'il y a encore le poids, si vous voulez, de Sibylle Kiran qui pèse, et ses partisans, n'est-ce pas? Et il y a un chef du gouvernement qui, lui, le pauvre, il bataille et il s'arrange évidemment pour fabriquer et construire un consensus, mais il y arrive difficilement. Donc, et en face, il y a évidemment un parti qui monte en puissance, qui est le RNI, mais qu'on essaie un petit peu de casser et de freiner l'élan, mais qui avance tout de même, n'est-ce pas, à sa manière. Il y a un autre parti donc, qui est pratiquement évaporé, qui s'appelle le PPS, un autre de la même manière qui s'appelle l'USFP, et il y a un mouvement populaire
qui est en crise, parce que s'il ne l'était pas, il n'aurait pas élu. Il n'est pas en crise, il vient d'élire son secrétaire général. Oui, mais général. justement, moi j'interprète ça comme une crise. J'allais dire c'est du passif, hein. C'est une maladie comme le diabète qui monte silencieusement. Le diabète politique. Un monsieur que j'aime bien, qui est là depuis une trentaine d'années, c'est quand même c'est pas un chef de parti politique. Il a été élu. Mais je voudrais revenir sur la question que vous a posée Jamal Hattabi. Oui. Pourquoi la majorité ne se met pas d'accord? Ils sont 6, ils ont la majorité. Pourquoi ils ne se mettent pas d'accord pour conquérir ce deuxième perchoir, si on peut appeler ça un perchoir aussi? La politique au Maroc, ça a toujours été un petit peu le compte à soi, tout simplement. Et l'équilibre difficile qu'il faut fabriquer, qui est conjoncturel et jamais constant. Donc c'est ça. Et la politique, évidemment, comme dirait l'autre, c'est un équilibre difficile, c'est le juste milieu. Et on essaie, de toute façon. Mais la Constitution a prévu qu'il y ait au moins une ou deux commissions, vous me corrigez, professeur, qui soient commissions parlementaires permanentes, qui soient données à l'opposition. Oui, mais pas le poste de président de deuxième chambre. Est-ce que c'est une opposition, ça? Vraiment? Ce que je voulais. Ça, sur le papier, oui, c'est une opposition, dans la réalité aussi. Il n'y a qu'à entendre les joutes. On verra bien que c'est une opposition. Ce n'est pas une mauvaise chose que l'une des chambres, notamment la haute, c'est-à-dire la chambre des conseillers, soit présidée par quelqu'un de l'opposition. Même si, évidemment, on peut émettre quelques réserves sur le sens même et la conception même de ce que c'est une opposition. On le voit aux États-Unis, il arrive souvent qu'à terme ou à mi-terme, le speaker, il est... soit quand l'hôte de la Maison-Blanche est démocrate, soit républicain, ou inversement. On le voit, par exemple, il y a la commission des finances en France. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Mais j'ai dit à terme ou à mi-terme. Il arrive souvent qu'à terme ou à mi-terme. C'est ça. C'est ce qu'en France, on appelait la cohabitation à l'époque. On va parler tout à l'heure. Pardon, on va parler tout à l'heure des États-Unis d'Amérique. On est à l'approche des élections mi-terme. Il se peut que dans l'une ou l'autre, ou dans les deux, parce que ça arrive aussi que les deux chambres soient dans l'opposition à la majorité présidentielle. Donc, je dis, ce n'est pas vraiment... Oui, mais le président du Sénat aux États-Unis et le vice-président du... Je le disais, il y a également la commission des finances. Nous l'avons repris dans la Constitution de 2011 en accordant des commissions à l'opposition de droit. Il faut que ça soit précisé. Ça existe. C'est-à-dire, c'est essayer de créer cette dynamique, de faire participer tout le monde, de faire contribuer tout le monde au poste essentiel de la décision. Ça sera tout à fait nominal, en fait, parce que si M. Mass ou Qiyou et Abdel Samad sont élus à la présidence, ils seront de toutes les manières élus avec les voix de la majorité, donc il n'y aura pas véritablement de risque. Ou alors avec l'abstention de la majorité. Alors avec l'abstention de la majorité, c'est pas ce qui s'est fait. C'est pas ce qui s'est fait. C'est pas ce qui s'est fait il y a 3 ans. C'est une autre façon de dire que c'est les voix de la majorité. Ben non, c'est-à-dire peu importe. C'est-à-dire il se peut que soit de façon tacite ou explicite, on se dise que la deuxième chambre devrait être à l'opposition. Présidée par l'opposition quand la Chambre basse... Avec des voix de l'opposition, ce qui présenterait un problème pour... C'est ce qu'on appelle le contrôle parlementaire, c'est ça. Ça risque d'être de l'entrave à l'action. Non, c'est une question d'équilibre, en fait. C'est une question d'équilibre des forces au sein d'un paysage politique illisible. Donc aujourd'hui... on n'a pas la capacité, en fait, d'analyser ce qui se passe, même entre les deux protagonistes à l'intérieur de l'opposition. Qui sera demain le président de la deuxième chambre? Est-ce que ça sera le président sortant ou est-ce que ça sera l'autre? Donc c'est un jeu qui, pour le moment, n'est pas visible, n'est pas très clair. Mais en somme, en fait, en général, il y va d'une question d'équilibre entre le gouvernement et l'opposition. Et à mon avis, c'est une très bonne chose. Nous sommes en période d'apprentissage. Un apprentissage peut-être qui dure, mais c'est un apprentissage qui est solide. Nous avons des institutions qui fonctionnent. Peut-être qu'ils ne fonctionnent pas à 100%, mais pour le moment, nous avons des résultats qui sont acceptables. Aujourd'hui, où est le problème?
avant, les partis politiques, quand ils n'avaient rien à faire, ils avaient un projet de réforme de la Constitution qu'ils présentaient. Ils faisaient un mémorandum, demandaient rendez-vous au cabinet royal et présentaient leur mémorandum. Le roi prend ou ne prend pas, discute ou ne discute pas. Mais il y a un débat, et se crée autour de ça un débat. C'est comme ça que nous avons eu les évolutions. La Constitution 63, la Constitution 70, 72. Mais vous n'aurez pas échappé qu'il y a un changement de génération. 90. Savez, non, le problème, c'est pas un problème de changement de génération, justement. C'est un problème d'appauvrissement de la faune. Vous êtes d'accord avec ça, Mohamed Marcel? Absolument pas, je ne suis pas d'accord, il faut le dire. Alors, on va laisser donner son impression sur ça. Je crois qu'en ce qui concerne les mémorandums et les projets de révision de Constitution s'inscrivaient souvent dans un cadre de surenchère politique. C'est-à-dire lorsqu'on est incapable de négocier, de mener à bien les négociations entre les partis politiques et le gouvernement, il y a la carte de la révision constitutionnelle. Au fond, la révision de Constitution, c'est vrai, cette action des partis politiques nous a permis tout de même d'avancer un peu. Heureusement que vous dites que c'est vrai. Parce que la politique, c'est aussi l'objet de surenchère. On fait de la surenchère, mais souvent... Non, je suis désolé, il y avait un débat sur la Constitution. Je vais continuer. Il y avait un débat... Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Laissez-le terminer son idée. Laissez-le terminer son idée de manière à ce qu'on puisse avancer. Allez-y, Mohamed Marcel, s'il vous plaît. Vous me laissez terminer. Non, vous ne pouvez pas réduire le débat et les mémorandums constitutionnels à de la surenchère. Très bien, merci, laissez-le terminer. Allez-y, ça dépend seulement des épreuves. C'est Mohamed, vous allez prendre. Généralement, les révisions constitutionnelles se fabriquaient, se faisaient de manière huis close. Donc, et je dis le contraire. Tu me laisses terminer. J'ai parlé du processus. C'est quelque chose qui était réservé. On ne fait pas de duo, s'il vous plaît. Naïm Kamal. Parti politique marocain, au contraire. Dites ce que vous avez à dire de manière à ce qu'on avance et on passe à un autre sujet. Parce que laissez-le terminer, s'il vous plaît. Allez-y, Abdelhamid, mais s'il vous plaît, d'une manière succincte. C'était donc une carte aux mains des élites partisanes. Et c'était elle qui travaillait cette idée-là, c'était elle aussi qui l'a posée sur la table des négociations. Et ce n'était pas un objet de débat national. Et je vais vous le dire, la question de révision de la Constitution, c'est quelque chose de technique. Les gens ordinaires n'ont rien à voir là-dessus. C'est vrai, en 2011, il y avait cette question qui s'est posée sur la table, la révision constitutionnelle. Mais c'est une manière de techniciser le débat politique. Lorsqu'on veut vider le débat politique de sa profondeur, je dirais, idéale, on va essayer de le techniciser, de ce débat, et de le rendre un débat de juristes. C'est ce qui a été fait, justement. Après 2011, tout le débat a été canalisé vers le droit. En même temps, il y a un changement de génération, il y a un changement d'approche politique qui fait que... Naïm, s'il vous plaît, on ne va pas rester... On n'est pas en train de parler, s'il vous plaît, Naïm, de la jeunesse de la Constitution, on est en train de parler de tiraillement politique. Je voudrais revenir donc à ce gouvernement. Moi, je parlais de l'histoire. Moi, je parlais pas de l'histoire, je sais, mais là, on est en train de parler de l'actualité aussi. On ne peut pas s'en passer pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'en arrivais à l'idée... Allez-y rapidement, parce qu'on va passer à autre chose, parce qu'il y a des questions plus intéressantes que revenir sur l'histoire. Parce que c'est ça, c'est la panne des partis. C'est ça dont on parle aujourd'hui. La rentrée, on parle... Si j'ai bien compris le sujet... Quelque part. Oui. S'il y a des tiraillements, c'est qu'il y a une panne. Heureusement. Donc, je vous dis, le processus, nous avons abouti, après l'alternance consensuelle, à la fin des partis traditionnels, qui se sont trouvés déclassés, leurs élites déclassées, qui étaient opérationnelles, personne ne me dira le contraire, mais qui étaient très opérationnelles sur le plan des idées et du débat. Et on s'est trouvé, par la suite, personne n'arrive plus. On a des techniciens. Ne peuvent être déclassés que des gens déclassables. C'est quelque part ce qu'ils disaient. Oui. On a des technocrates, On a aujourd'hui, on travaille sur le technique. C'est très bien. Mais normalement, il y a une complémentarité entre les deux. Et c'est cette complémentarité qui n'existe pas, peut-être parce que du côté de la pensée, il n'y a plus cette dialectique pensée-action, réflexion-action. Il n'existe plus. Aujourd'hui, chaque fois qu'on a un problème, on amène des chiffres. Ce n'est pas suffisant à une société. Il lui faut du réel. Je voudrais juste dire une chose. D'abord que cette violence va aller crescendo, que le Maroc est exposé
Et ensuite, qu'il faudrait saluer parce que l'action de l'armée marocaine. Parce que, qui est en première ligne. Non, en dehors de ça, parce que si il y a eu 12 blessés du côté des militaires marocains, c'est parce que la force que l'armée a mise en place n'était pas volontairement offensive, proportionnée pour arrêter le flux, parce qu'on ne veut pas faire des dégâts dans la population des candidats à la migration. Et donc on a essayé de contourner et on a subi et plus payé que massacrer les immigrés comme ça peut se faire ailleurs.